Salut et bienvenue dans ce tout premier épisode du nouveau podcast Rencontre en coulisses, un podcast dédié au secteur de l'événementiel. On va parler backstage, culture, artistique, organisation, logistique, technique. Et pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir Benoît Tristram, concepteur et rédacteur événementiel, aussi formateur autour de l'IA. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, ton parcours, tes expériences et pourquoi l'événementiel ? Eh ben déjà, merci beaucoup. Je suis honoré d'être le premier, j'espère, d'une longue série. Donc Benoît Tristram, moi je suis donc effectivement concepteur d'événements et je suis aussi rédacteur en chef. Concrètement, je vais accompagner tous les événements, que ce soit de la phase de conception jusqu'à la partie production, mais plutôt éditoriale. Voilà. Ça fait 21 ans que je fais de l'événementiel, sans doute un peu plus. En vrai, un peu plus. J'ai commencé en faisant du cinéma plein air et du concert plein air en faisant de la régie. Voilà, j'ai commencé à 15 ans. Ensuite, j'ai enchaîné avec les soirées étudiantes au bureau des élèves. Et pour moi-même, j'ai quelques souvenirs au 56e étage de la tour Montparnasse. Oh oui, sympa. C'était plutôt sympa, avec les copains et les copines. Et après, sur ma dernière année en école de commerce, j'ai l'opportunité de faire un stage. J'ai un pote qui me dit, bah là, moi j'ai postulé dans une agence, ils m'ont proposé le truc, j'étais pas très intéressé, c'était un roadshow pour la poste, tout ça, bah, et il m'a dit, bah tiens, je te file le contact, je pense que toi, ça va bien le faire. Et résultat des courses, bah, je postule chez Auditoire, je ne connais pas l'agence Auditoire à l'époque, je découvre en arrivant dans leurs locaux que ils font des petits trucs sympas. Et donc me voilà parti pour découvrir le monde du corporate, après avoir découvert le monde plutôt de la partie soirée et le monde un peu plus grand public, événements culturels. Et donc de là, je commence à être chef de projet d'abord, enfin assistant chef de projet sur des événements corpo, c'est-à-dire de la convention, du séminaire, un peu de grand public aussi, mais rapidement, je me dis que mon vrai amour, il est pour les événements corporate, parce qu'il y a du fond. Corporate, du coup, c'est quelle cible un petit peu c'était La très cible, c'est varié vraiment ou c'était... ouais, c'est les salariés, c'est les collaborateurs, Ok. les collaboratrices. Ça peut être aussi les événements d'entreprise, type événements partenaires, Ok. voilà. Euh, et donc concrètement, bah, je fais mes armes comme ça. Euh, j'ai 4 mois de stage et après j'enchaîne pour des sombres histoires d'administrative. Je passe en statut freelance, en intermittent du spectacle. Donc au bout de 4 mois, bah, je suis intermittent du spectacle en assistant chef de projet. Je fais à peu près 3 ans comme ça, en chef de projet, je monte les échelons, directeur de projet. Et, euh, et puis au bout au bout de 3 ans et demi, burn-out. Ok. J'arrête, on est en 2000, même 4 ans. On est en 2008. Je me permets une question. Il y a une raison particulière? Trop de travail, Non, des c'était horaires, le stress En fait, à ce moment-là, je démarre une action. Enfin, j'ai fait 6 mois en tant que en CDI dans une agence événementielle. Et en fait, c'est le statut CDI, avec le recul, le fait d'être toujours faire la même chose, d'être mono-tâche, mono-pensée, etc. Mais pas tant l'agence ou la gestion de l'agence en elle-même, qui fait que je fais le burn-out. Burn-out, à l'époque, Oui. il n'y a pas de terme, on n'en parle pas. Il est juste fatigué et du jour au lendemain, en fait, je ne suis plus capable de sortir de chez moi pour aller travailler. Voilà, c'est un arrêt pur et simple. Donc, donc voilà, je mets eu 1 an à me reconstruire, Ok. à peu près. Donc ça tombe bien parce que c'est pile poil pendant, la, pendant la phase de la crise de 2008-2009 des subprimes. Donc en fait, je la subis pas trop. Et pendant ce temps-là, bah, je joue aux jeux vidéo, beaucoup. World of Warcraft en l'occurrence. Voilà. Tant Euh, mieux. et, euh, et, et en vrai, il y a plein de choses à nourrir. Et je me dis, euh, bah, je vais commencer à écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire un blog qui était suivi par 800 lecteurs quotidiens uniques. Enfin, sur tes Sur, aventures dans le jeu, entre guillemets. exactement. Ok. Et sur la gestion de communautés virtuelles. Ok. En l'occurrence, la gestion de guildes.
De fil en aiguille, donc je publie tous les jours. Il y a un petit truc par rapport à aujourd'hui où effectivement je publie aussi tous les jours. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que dans le jeu, j'ai quelqu'un qui me contacte d'un média qui était à l'époque Millennium, un site, gros site. Gros site, ouais. Voilà, gros site, et qui me disent bah, on aime bien ce que tu écris, on a envie que tu fasses des guides pour nous. Voilà. Chouette. Donc très chouette. Comme on peut trouver des opportunités dans le jeu vidéo. Exactement. Et donc de fil en aiguille, j'écris pour Millennium, je fais publier des guides, et puis je discute avec le patron de Millennium, Cédric, et puis bah, de fil en aiguille, on me dit, bah, lui, il me dit, bah, je cherche à faire des événements et tout ça, bah, ça tombe bien, moi, je suis chef de projet, je suis directeur de projet, et donc de là, je reprends position dans l'événementiel en faisant des événements e-sport. Ok. Voilà. Donc je cumule mes deux passions, l'événementiel et l'e-sport, c'est plutôt très chouette. Voilà. Et après, je me dis en sortant, tiens, là, il y a deux choses qui sont clés. La première, c'est que je dois avoir une présence numérique beaucoup plus forte que ce que je n'ai actuellement. Donc, je structure mon compte LinkedIn, en tous les cas, le CV LinkedIn, et puis d'autres CV en ligne pour être accessible. Et puis, le deuxième élément, c'est que, au-delà de cette structuration-là, je me dis, je ne peux pas être monoprojet, monoclient, monotâche. Et donc, je fais plein de choses. J'ouvre à de la formation. Aujourd'hui, j'ai formé quasiment plus de 12 000 élèves, que ce soit en gros 10 000 étudiants et 2500 adultes, professionnels, etc. Je fais du team building. Je me relance en conception d'événements. Voilà, parce que c'est là où j'ai une part de créativité qui est... Ouais, tu peux... Exactement. Et puis il y a la vente aussi, qui est un truc que j'aime bien, de réfléchir à tout ça et d'arriver à aller faire mouche. Et ensuite, de fil en aiguille, on est en 2015, je lance ma société aujourd'hui qui s'appelle Tout va très bien. Voilà, c'est une vraie promesse. Parce qu'en fait, j'ai vécu des choses, notamment en agence, de la part de Free, que je ne me serais pas permis d'avoir. Et donc, je me suis dit, bah, je ne veux pas que les autres subissent ça. Ok. Voilà, donc tout va très bien. Et c'est vraiment un leitmotiv de me dire, bah, comment est-ce que je peux faire pour que tout aille bien, ou que tout aille très bien, et à la fois pour une client, et à la fois pour moi, pour ma famille, etc. etc. Voilà. Merci pour cette présentation, c'est chouette. Surtout l'e-sport qui est quand même un domaine qui en plus à l'époque était quand même peut-être un petit peu plus très niché. Très niché, peut-être même obscur entre guillemets un peu dans la vision on va dire des choses maintenant qui se développent hyper bien. On était au KCX là il y a pas longtemps, c'était incroyable à vivre. Avant, je ne parlais pas de cette passion-là. Oui, mais je ne parlais pas parce que il y avait un côté, j'avais peur d'être stigmatisé. Aujourd'hui, je n'hésite pas à parler de ça parce que c'est un truc qui m'a construit vraiment. Et en fait, quand on regarde plein de personnes qui ont pu jouer aux jeux vidéo ou autres, et notamment sur ces jeux multijoueurs autres, il y a des vrais points de gestion, des vrais points d'achoppement qui sont hyper intéressants et en fait qui font des personnes d'une richesse folle. J'ai passé ma meilleure soirée sur un jeu vidéo, hein, donc avec un prof de lettres de 60 ans, on a discuté littérature pendant 7 heures. Ça m'étonne pas. Du coup, sur la partie événementielle, donc tu es concepteur, rédacteur. Ouais. C'est quoi un petit peu justement ces casquettes pourquoi on fait appel à toi? Pourquoi on fait appel à moi? En gros, moi je vais avoir un triple accompagnement. Un accompagnement créatif, un accompagnement stratégique et un accompagnement éditorial. Et on va faire appel à moi pour ces trois casquettes en même temps. À différents degrés, différents niveaux, mais pour ces trois casquettes en même temps. On va faire appel à moi dans un premier temps sur une entreprise va fournir un brief à une agence ou une entreprise a besoin de concevoir son événement, de concevoir sa plénière, de concevoir son séminaire, sa convention ou autre. On va faire appel à moi pour que je conçoive. Je travaille d'un point de vue stratégique et ensuite ça me permet de déterminer un concept, plusieurs concepts qui ensuite permettent de définir un déroulé et plus que ça, de définir une expérience. L'enjeu, c'est d'avoir un événement qui se vit plus qu'il ne se raconte. Parce que ça, pour moi, c'est des trucs qui sont importants, d'être plus dans le story living que dans le storytelling. Okay.
Oui, tu avais fait un post là-dessus. Un événement doit être vécu et pas vu, je crois. Ouais, exactement. Aujourd'hui, en fait, la majeure partie des événements, ils sont pensés pour être regardés. Mais ils ne sont pas pensés forcément pour être vus, enfin pour être vécus par les participants. C'est-à-dire qu'on demande aux participants d'être très statiques. C'est plutôt une vision très organisateur de l'événementiel. Et moi, je pense que cette vision-là, depuis le Covid, elle a tendance à s'étioler un peu. Et on le voit hein, sur la manière dont les participants consomment l'événement. C'est très très différent de ce qu'on peut avoir, de la manière de consommer qu'ils avaient avant, ils ne consommaient pas l'événement. Aujourd'hui, ils viennent consommer des expériences, ils viennent consommer des moments. Donc ça veut dire que d'un point de vue de conception, on doit tenir compte de ça. Ouais. Par exemple, ça peut être... ce que j'allais dire, est-ce que tu as un exemple à proposer sur ce vivre un événement Par exemple, c'est de dire, je vais faire en sorte d'avoir un hub sur un salon, par exemple, je vais faire en sorte d'avoir un espace qui est dédié vraiment pour que les participants puissent se rencontrer entre eux. Okay. Parce que souvent, le salon, quand on regarde, y compris le salon de l'événementiel ou d'autres, on est sur des salons qui sont, comment dire, très orientés exposants, visiteurs. Oui. Visiteurs, exposants. On est dans cette relation-là, unique. Sauf qu'en fait, un événement, c'est un triptyque. C'est l'organisateur, les participants, et puis l'agence, ou en tous les cas la personne qui s'occupe de le gérer. Et donc on doit arriver à cumuler ces trois... faire exister ces trois communautés pour arriver à une espèce d'ikigai qui est le centre du cercle, enfin la réunion des trois cercles qui permet justement d'amener quelque chose de bien plus intéressant et qui fait qu'on va s'en souvenir. Parce qu'aujourd'hui, on peut demander aux... Et moi c'est un de mes combats, on va demander aux salariés, aux collaborateurs et collaboratrices ce qu'ils ont retenu de l'événement. En vrai, à la fin, si ils nous disent j'ai retenu, c'était bon, on a bien mangé, je me souviens de l'artiste qui nous a été présenté. Ouais, mais en fait, le vrai enjeu, c'est les messages. C'est ce que tu dois faire, c'est quelles actions tu dois mener. Moi, j'ai coutume de dire qu'un événement, c'est un bon événement, en tous les cas un bon événement d'entreprise, il s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est il faut savoir un peu à la fin, il faut on sache où on en est et où on en est aujourd'hui, d'où on vient et où on va. C'est un peu le bilan. Le deuxième pilier, c'est la vision. C'est donner la vision, c'est donner un cap, c'est donner une direction. Ça, généralement, c'est des trucs qui sont pas trop mal maîtrisés et qu'on a de manière certaine. Après, les deux autres piliers, on a tendance un peu à les mettre de côté ou à pas forcément savoir comment les gérer. Quand je discute avec des organisateurs, pour eux, on voit que c'est des choses un peu floues, mais qui sont fondamentales. Le troisième pilier, c'est il faut qu'on ait parlé aux participants lui-même. C'est-à-dire qu'on l'ait conforté dans son rôle, qu'on l'ait montré ou qu'il ait pu discuter avec des pairs, par exemple, à lui. Qu'il ait pu exprimer des choses, qu'on ait pu le valoriser. Et puis le dernier pilier, donc c'est plutôt là on devient à un niveau un peu plus micro. On était moins macro, on devient plus micro. Et le dernier pilier, c'est chaque participant doit, à la fin de l'événement, savoir exactement ce qu'il doit faire lundi matin en rentrant au bureau, sur son site ou autre. Ok, ouais. Oui, ce ne sont pas des choses, souvent on transmet de l'information, mais pas des actions, pas un plan d'action entre guillemets à mener. On vous restitue des choses plus que... Si je prends le cas des jeux vidéo, en WoW, les personnes qu'on drivait pour aller en raid, pour aller abattre des monstres dans des donjons et des boss, concrètement, elles savaient ce qu'elles avaient à faire derrière. Avec une équipe de basket, l'entraîneur, il a partagé à la fin du temps mort, il a partagé les informations et chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Y a pas de... Et donc ça, si on arrive à l'avoir sur des petits temps au basket, au foot, peu importe, on doit aussi l'avoir sur des événements plus grands. Parce qu'en fait, l'enjeu c'est les messages. On a aujourd'hui on construit des contenus à haute valeur ajoutée, voire très haute valeur ajoutée sur les événements. Et en fait, quand on regarde ces événements et ces contenus, ils sont très peu exploités et très peu utilisés après. C'est-à-dire qu'on fait l'événement et basta. C'est pour ça que l'enjeu
et on en parlait à la pause, c'est le fait de venir proposer du podcast, des solutions de podcast, des solutions qui vont permettre de créer de la rétention et de créer de la rétention de messages et de créer des mécanismes d'apprentissage un peu différents que j'ai eu Oui, du une plénière, descendant, j'ai eu plein etc. d'informations. Et bien ça va nous amener a priori des choses qui seront bien plus intéressantes. Mais aujourd'hui, on joue avec un panel qui est très étroit. Et moi, un de mes autres combats, c'est ça, c'est de dire, bah, il y a une autre manière de faire. On peut faire autrement. Je n'hésite pas à remettre en cause ma manière de travailler, mes méthodos. C'est le cas avec l'arrivée de l'IA. Oui, qui Euh, apporte. et, mais pas que. Et en fait, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup entendu dans ma carrière, bah, en fait, on a toujours fait comme ça. Mais on n'a jamais questionné si on a toujours fait comme ça était encore d'actualité, et deux, Et pourquoi on est encore à le exactement. faire comme ça, ouais. Aujourd'hui, moi je gère encore des événements de la manière dont j'ai pu l'apprendre avec des outils que j'utilisais il y a 20 ans, quand j'ai commencé. Pour un secteur qui se dit, bah, nous, on est innovant, On apporte des nouvelles choses. il y a des nouvelles technos et tout ça, je pense que l'enjeu de renouvellement peut se poser. Donc, si j'arrive, et c'est ce que j'essaie de faire sur LinkedIn tous les jours, si j'arrive à partager des idées et des choses qui permettent de se dire, tiens, ça c'est pas con, tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle, et donc de créer des parallèles, peut-être que derrière, Il en peut y tous avoir les cas, des. ouais, ça va permettre d'avoir des événements qui seront euh, peut-être un peu plus ambitieux, un peu plus innovants, où on va changer en termes de format. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a plein d'événements qui se ressemblent. Oui, Euh, plénière, ouais, pause, des mais petits ateliers, et après. exactement. Alors déjà, un dans les formats, sur le déroulé même, mais deux dans les thématiques qui sont prises. Combien de fois sur les événements d'entreprise, des signatures ensemble, Oui, euh, tout ça, je peux faire la liste oui, le nombre du nombre. C'est Ouais, pareil, super original. où on va me dire, ah tiens, on a fait un super concept, c'est un concept de talk show télé, et on a pris et on retransforme les émissions et tout ça. Et j'en propose aussi. Enfin, je ne jette pas la pierre à tous ceux qui font ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, requestionnons-nous aussi sur nos méthodes et nos pratiques à tout niveau, parce que c'est ce qui va permettre de faire monter aussi le niveau, et qu'on arrive, à mon sens, à créer davantage de valeur, en tous les cas à montrer la valeur qu'on apporte. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a mis de côté Oui. cette valeur-là. En tous les cas, on n'est pas bien considéré par les directions comme, par les achats, etc. Parce qu'on n'a pas vraiment réussi à démontrer la valeur qu'on apportait. Quelle est la valeur d'un podcast? Quelle est la valeur d'une vidéo? Quelle est la valeur d'une plénière? Quelle est la valeur d'un choix de thème? Parce qu'on est au-delà on est là pour assembler un lieu, la technique, appeler un traiteur. Notre métier Oui, pourquoi, d'événementiel, ouais, c'est pourquoi on fait. Et exactement. du coup, ça me permet de rebondir parce que tu m'as mangé plein de questions. Euh, Justement, sur cette partie-là de contenu qu'il y a en amont, nous, je vois, c'est aussi quelque chose qu'on réfléchit beaucoup. Mm. Pourquoi on fait ce contenu-là? Pourquoi aujourd'hui on tourne ce podcast? Un peu la stratégie se retrouve dans la communication, dans le marketing, dans l'événementiel. Je vois, pareil, pour en faire pas mal des événements, les gens viennent des fois un peu, tu sens qu'ils sont pas hyper motivés à être présents, et c'est l'événement annuel, on vient parce que c'est cool, il va y avoir les petits fours. Mais pas forcément en effet dans qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je Ouais. vais en ressortir, est-ce que je vais en ressortir plus grand, etc. Alors après, il y a des choses des fois qui sont incroyables, des super conférences, etc. Mais justement, peut-être qu'elles sont pas amenées ou qu'elles sont pas suffisamment Ouais. sensibilisées. Comment tu penses, toi, enfin quand tu penses, comment tu fais penser à tes clients, justement leur stratégie événementielle en amont sur un peu la préparation du contenu, se dire comment je vais le penser, pourquoi j'ai besoin de faire cet événement-là, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, qu'est-ce que toi tu vas leur apporter là-dessus, et puis est-ce que tu as peut-être des tips ou des choses justement pour Mm. optimiser, améliorer toute cette partie-là. Aujourd'hui, moi, mes clients, je remets pas forcément en cause l'événement en tant que tel. Parce que ça demande un niveau d'accompagnement
plus long terme et de réfléchir avec eux à une stratégie événementielle. Aujourd'hui, la notion de stratégie événementielle, peu importe les sociétés, il y en a très peu qui sont vraiment dessus. Il n'y a Tu pas de parles responsable événement. d'agence événementielle ou Non, dans chez les entreprises, chez les ok. annonceurs, chez les annonceurs CAC 40 et en dessous. Il n'y a pas de... Tu en as très peu qui ont une vraie stratégie événementielle. Oui, c'est plus les directeurs marketing ou enfin plutôt le pôle Ouais, com marketing qui gère les événements. en fait, à ce côté, on a toujours fait comme ça. Ouais. Donc, on fait. Mais sans remettre en cause, même si là, aujourd'hui, on remet quand même en cause certains événements. Il y a des événements qui étaient récurrents, qui, depuis quelques mois, n'ont plus cours parce qu'il y a des problématiques de budget. Oui. Mais ça, on pourrait y revenir. C'est une question, pas juste. Sur la question, aujourd'hui, dans les conseils, l'enjeu, c'est d'arriver à étirer l'événement, à étirer la temporalité de l'événement. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris à maîtriser en post-Covid, sur les événements digitaux. C'est-à-dire que on avait des lives qui étaient plus courts, des temps de rencontre plus courts, mais des temps d'activation avant-après un peu plus longs. Ça s'est un peu perdu, mais là, peut-être qu'avec l'IA, et les apports de l'IA, moi je travaille avec une entreprise du CAC 40 en direct sur ces sujets-là, pour travailler cette timeline et faire en sorte que, non pas l'avant-événement, parce que c'est difficile de trop nourrir les participants en amont, on peut risquer une saturation. Par contre, jouer sur l'après, ça c'est un vrai tip, de dire, sur l'amont, 3 trucs c'est bien, entre 3 et 5, pas plus. 3 à 5 activations, pas plus. Quand je dis activation, c'est une phase de teasing en 3 actes, 3 petites vidéos, ça fonctionne. Aujourd'hui, une vidéo, il y a exactement. tellement de sujets pour... Mais par exemple, en amont, je peux proposer des temps de podcast. Mais des podcasts assez courts. 10 minutes avec un invité qui va être un des intervenants et qui peut être un intervenant interne. Donc un intervenant de la plénière. Une info sur l'événement et puis une info sur le dress code, tout ça. Bref, on donne un peu de matière en disant tiens, on va parler de ça, on va mettre en avant ces trucs-là. Donc on a un peu un teasing vraiment de contenu et donc ça nous amène à créer ces éléments. Et ensuite, sur l'après, là pour le coup, on peut travailler une longue traîne de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus intense que ce qu'on aurait tendance à faire habituellement. Et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement justement comme type de contenu, il y a des trucs... déclinaison un peu courte d'une plénière, d'un sujet, il y a des trucs assez faciles à faire. Le premier, c'est par exemple de se dire on va faire un PDF comme une affiche ou une infographie. Une infographie récap. 10 étapes, les 10 trucs qu'il fallait retenir. Voilà, ça déjà, à minima, c'est pas compliqué. On a le conducteur de l'événement, on sait ce qui a été dit. On peut faire, si on est sur une convention manager, de dire, voilà, le document, 7 minutes pour transmettre, ou 10 minutes pour transmettre à vos équipes. On leur donne un PowerPoint avec les éléments de langage. PowerPoint qui n'est ni plus ni moins que la déclinaison et le raccourcissement du PowerPoint qui a été présenté en plénière, si on fait des trucs un peu classiques. Faire du podcast, pareil, sur des petits formats, des formats courts, crunch, vraiment ce côté snack content que je vais déguster et je peux écouter, je suis dans la voiture, j'écoute au bureau, etc. Je vais pouvoir faire des événements, en termes d'activation, recapitaliser sur un autre live. Faire en sorte de recréer des temps d'atelier après l'événement pour parler de ce qu'on a, de ce qui s'est passé dans l'événement et de comment on se l'approprie et de ce qu'on a fait. Mettre en avant une évidence ou une action que quelqu'un est en train de porter. Oui, ça permet de pouvoir le réexploiter, le réutiliser et surtout mettre en pratique ce qu'on a appris. Et de manière assez simple, de se dire avec des outils j'ai filmé ma plénière ou autre, ou à minima je l'ai enregistré en audio, je vais venir prendre un sujet et je vais pousser un sujet par semaine. Par mail ou autre. J'ai pas besoin de faire plus que ça. Et après, on peut avoir des choses un peu plus poussées en entrant sur des micro-cours
avec de l'avatar IA. Là, il y a des outils qui nous permettent de le faire sans trop de contraintes. Euh, et voilà. Ok, On peut arriver c'est sur des pouvoir, choses comme ça. comment se dire avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a cumulé comme savoir sur une journée intense, diluer toutes ces informations, parce que je crois qu'il y a des chiffres qui disent qu'en gros sur X temps on retient 10% ou 15% des infos qu'on nous donne. Même, je ferais même plus en bas, fait, je pense que je on suis... va dire qu'on retient 3 messages. Moi, je fais souvent le parallèle avec un mariage. À la fin d'un mariage, qu'est-ce que tu as retenu? Le bar. Le bar. Le bar. Et si le bar était très bien, Oui. tu n'as retenu que le bar. Oui. Ou pas. La robe de la mariée. La robe de la mariée, oui. La mariée était belle. Voilà. Et après, peut-être un élément de discours qui était rigolo, qui était marrant, et tout ça. Oui. Pas beaucoup plus. T'as retenu un peu. Donc d'abord, la nourriture, les besoins physiologiques, physiques. Ensuite, un peu de décorum et autres. Et à la fin, les messages. C'est la même chose pour des événements d'entreprise, tout ça. Donc en fait, une fois qu'on connaît ça, construisons autour de ces problématiques-là. Sans faire comme on a toujours fait. Sans faire comme on a toujours fait. Donc on vient de parler justement un peu de l'importance de préparer un événement, de penser sa stratégie. Qu'est-ce que tu conseillerais toi justement pour bien rédiger ce contenu événementiel? Est-ce que tu as des étapes, un process ou quelque chose que tu mets en pratique systématiquement? Tu disais pas forcément remettre en question les plénières qui existent déjà ou les événements qui existent déjà, mais comment on peut apporter des choses différentes avec ce que tu proposes? En fait, il y a des questions de niveau. Il faut savoir où on en est en termes de niveau. Et il faut voir, il y a le niveau des participants, ce qu'ils sont prêts à faire, jusqu'où ils sont prêts à aller, le niveau de l'organisateur, du donneur d'ordre, et le niveau de nous, en fait, la partie conception, l'agence, etc. Et donc, on peut avoir un client qui va être très avancé, un organisateur très avancé, mais si ses participants ne sont pas très avancés, ça va être difficile. On peut avoir une agence qui est très avancée, des participants qui sont très avancés, mais les directions opérationnelles et événementielles qui ne sont pas prêtes à passer ces éléments-là. Et ça se retrouve dans les briefs, par exemple. On a des briefs qui peuvent manquer d'ambition, qui peuvent manquer d'ouverture, qui ouvrent des possibilités. Il y en a plein, mais il y en a plein aussi qui n'osent pas complètement. Donc en fait, c'est des histoires de niveau. À minima, niveau 1, on peut se dire qu'on peut travailler les formats. Ça, c'est par exemple de dire j'ai ma plénière, au lieu d'avoir 30 minutes de discours de DG, 30 minutes de discours sur le bilan, 30 minutes de discours sur la feuille de route, 1h30 de plénière, et on va faire en sorte d'amener un peu d'interaction, déjà, à minima. Les 30 minutes de chacun, je vais faire en sorte de les sectionner en 3 parties pour qu'elles soient un peu plus réduites. Concrètement, moi, dans les règles que j'essaie de me donner, je me dis, toutes les 10 à 12 minutes, je dois avoir un renouveau et faire en sorte que le public il se sente, soit il puisse respirer, soit il sent une espèce d'appel d'air. Ça peut passer par de la vidéo, ça peut passer par une prise de parole en salle, ça peut passer par... un questionnaire Oui, tout à fait. On peut aussi aller chercher des commentaires de la part du public, pas forcément des questions. Par exemple, tout le monde dit, moi je veux avoir... on va avoir des questions-réponses, un temps de questions-réponses. Mais si le temps de questions-réponses il est placé à la toute fin, les questions, je ne peux pas les donner parce que je l'ai oublié ma question. Alors que si c'est à la fin de chaque partie, déjà ça amène des choses. Je peux faire en sorte d'avoir un temps, au bout de ces 30 minutes par exemple, d'avoir peut-être un grand témoin qui est dans le public, qui est un des pairs qui va pouvoir parler à ses collègues, qui peut avoir été un temps préparé, où on va avoir une personne qui va dire voilà ce que je retiens de ce qui a été dit, dit sur scène. Ça permet de se dire tiens oui, je l'avais pas perçu comme ça, je trouve que c'est intéressant, etc. C'est un peu ce qu'on voit sur alors pas tout à fait, mais sur dans Quelle époque avec Léa Salamé, avec Paul de Saint-Cernin qui fait
qui fait des blagues, etc. C'est un petit peu ce rôle-là. Ou un Baffy à l'époque d'Ardisson pour les plus vieux qui nous écoutent. Oui, là, je vais cligner des yeux discrètement. Donc ça, c'est le niveau 1. Après, le niveau 2, on va travailler sur les formats en tant que tels. Quand je dis format, c'est par exemple si j'ai des ateliers ou si j'ai un format de mini-conférence qu'on va pouvoir retrouver de manière assez classique, on va se dire comment est-ce que je peux changer par rapport à ces mini-conférences-là. Déjà, je peux très bien me dire, pour intégrer le public, pour faire en sorte qu'ils le vivent et pas qu'ils soient simplement dans l'écoute, parce qu'une mini-conf, je suis dans l'écoute, c'est du descendant, j'ai des questions-réponses, mais pas beaucoup plus que ça. Je vais faire par exemple un panel. Un panel, je vais avoir des participants qui sont sur scène et je pose des questions à ces participants. Et ensuite, j'ai un expert ou quelqu'un de l'entreprise qui réagit par rapport à ce que les participants ont dit. Ça reste cadré, mais ça permet d'avoir une écoute un peu différente. On est en train de parler de moi. Se disent les personnes dans la salle. Aux questions de nos voisins. Exactement. Ensuite, autre possibilité, en termes de format, on peut se dire, tiens, je vais avoir des participants, je vais impliquer les participants. Et en gros, je vais faire ce qu'on appelle un reverse pitching. En gros, j'ai la personne qui est sur scène qui dit, voilà quel est mon problème, quelles sont vos solutions. Et au lieu d'avoir un partage d'expérience de la scène vers la salle, on est sur du partage d'expérience à l'inverse, d'où le reverse, de la salle vers la scène. Et donc là, ça me pose... Et après, je peux jouer avec... on peut jouer aussi, il y a un jeu que j'adore de positionnement, ça se joue à 30, 50, des trucs que je faisais quand j'étais animateur en colonie de vacances. On trace une ligne fictive au sol, il n'y a pas de mobilier, donc ça coûte moins cher. Et on dit aux participants, voilà, je vais vous donner une affirmation, et si vous êtes d'accord, vous placez à droite, si vous n'êtes pas d'accord, vous placez à gauche. Oui, ok. Et ensuite, on va écouter chacun des camps. La deuxième règle, c'est qu'on peut changer de camp quand on veut. Donc en fonction des arguments qui sont donnés. C'est de la data visualisation humaine. On voit concrètement quelles sont les opinions et tout ça. On ne va pas chercher forcément plus loin, mais en tous les cas, derrière, c'est un déclencheur à des discussions derrière. Ouais, discussion, interaction, et puis juste faire du mouvement, enfin aussi créer du mouvement dans un événement. Et après, niveau 3, c'est travailler sur des formats un peu plus costauds. C'est par exemple se dire, j'ai une présentation de plan stratégique. Là, moi, récemment, j'ai proposé un reveal game. C'est-à-dire, concrètement, c'est un escape game où l'objectif, c'est pas de sortir, mais l'objectif, c'est de découvrir des messages pendant le jeu. Et donc, j'ai conçu un jeu d'1h30 pour découvrir le plan stratégique, et on parle de plus de 2000 personnes. Ah, ok. Voilà, on peut arriver à des choses comme ça. On parlait d'innovation, innover dans la méthodologie, dans la production, dans peut-être le contenu, les façons de faire, d'interagir avec le public présent dans l'événement. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu apportes systématiquement ? Est-ce que tu utilises peut-être, on parlait en tout début d'intelligence artificielle qui est une grosse innovation, on va dire, du siècle, ou je ne sais pas jusqu'à où aller, mais même plus que l'innovation du siècle. Comment tu vas utiliser justement cet outil-là dans tes outils du quotidien ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte en plus ? Alors, si on parle d'innovation, moi je vais essayer d'innover à tous les niveaux, que ce soit en termes de méthodologie, que ce soit en termes de prod, de création. Et donc, ça veut dire aussi accompagner mes clients et les agences ou les frigs que je vais pouvoir faire bosser. En disant, là, on peut produire avec de l'IA. Là, ta manière de produire que tu avais avant et que tu fais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on peut la challenger et on doit la challenger parce que la manière de produire, aujourd'hui, elle change. Elle change avec de l'IA, par exemple, pas que, si on parle d'outils méthodos et autres, mais déjà rien qu'avec de l'IA, la gestion des comptes rendus de réunion, je gagne 3/4 d'heure sur un compte rendu de réunion. Mon enjeu, il n'est pas de savoir écrire un compte rendu de réunion. Mon enjeu, il est de savoir driver les équipes derrière et mon client et donner les bonnes informations à mon client pour qu'il puisse décider en son âme et conscience.
et que ça aille dans le sens du projet. Ça, c'est le premier élément. L'IA, aujourd'hui, moi, je l'utilise tous les jours. Elle est inscrite dans mon process créatif. Euh, mais elle est dans mon process. Ce n'est pas mon process. Ok. Il y a une nuance Oui. de taille. C'est-à-dire que l'IA, je vais pas, si j'ai un brief, je ne vais pas mettre le brief et dire à l'IA, sors-moi un événement et tout ça. En vrai, il va savoir faire, surtout en fonction du niveau de prompt et d'accompagnement qu'on est capable d'avoir, il va savoir faire. Mais il n'aura pas toute la souplesse et l'intelligence professionnelle que celle que je vais avoir. Mais de la même manière que celle que tu vas avoir ou que ceux qui nous écoutent. Peut-être l'intelligence émotionnelle aussi. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas réussir à sortir et à ressortir aussi. Ouais. Parce qu'il ne connaît pas encore... il connaît pas il connaît pas les participants, il ne connaît pas le client. Par contre, je vais pouvoir utiliser l'IA pour identifier... à l'issue de la réunion avec mon client, quand il m'a présenté le brief, les occurrences de mots, qu'est-ce qui revient souvent, qu'est-ce qui n'est pas dit, etc. Je vais peut-être pouvoir l'utiliser pendant le brief pour questionner et re-questionner. J'utilise beaucoup pour réfléchir aux questions que je vais pouvoir poser et comment je peux les enrichir. Voilà, et ensuite, je vais utiliser l'IA pour... extraire, par exemple, si je me dis, tiens, je parlais des ateliers tout à l'heure, je dis, tiens, le reverse pitching ou la ligne, c'est ce que j'imagine. Détaille-moi, logistiquement parlant, ces éléments-là. Je vais demander, par exemple, à l'IA de me sortir, j'ai conçu l'intégralité de mon événement, sors-moi l'intégralité des lignes budgétaires de l'événement. Je lui ai appris à faire ça. Ok. À mon IA. Tu l'as beaucoup travaillé. Exactement. Aujourd'hui, je suis capable... Alors, ça va me sortir des grandes tendances. Alors, en fait, il y a deux choses. Ça va me sortir d'abord l'intégralité des lignes, ce que je dois mettre dans mon budget. Et comme je l'ai nourri avec un budget type, il est capable de me ressortir, qu'est-ce qu'il faut sortir, de dire ça, j'ai besoin, ça, et d'adapter. Donc derrière, là où il n'y a plus qu'à remplir des cases de combien ça coûte. Et un deuxième niveau, je vais l'utiliser pour identifier justement combien ça peut coûter. On avait fait sur une des formations que j'ai eues, on a eu le cas sur une caravane de Tour de France. Et on a demandé, donc l'agence maîtrisait parfaitement ces sujets-là. Ils accompagnent le Tour de France depuis des années. Et en vrai, quand on a fait bosser l'IA pour dire, est-ce que les enveloppes budgétaires, quelles sont les enveloppes budgétaires pour cette caravane etc., cette caravane mobile, et qu'on a demandé à l'agence, alors est-ce que c'est un peu... L'agence disait, ouais, on est dans les bons clous. On est dans les bons clous. Donc je pense pas qu'on pouvait aller aussi loin, même sur du calcul. Ouais, on peut, en fonction des modèles qu'on va utiliser, etc., mais tout ça, on a besoin de se former. C'est un nouvel outil, et c'est même des nouveaux outils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je vais utiliser l'IA de Copilot dans PowerPoint. Alors, Copilot, c'est merdique. Soyez très clairs. Copilot, c'est la version de Microsoft. Ouais, c'est l'IA de Microsoft qu'ils essaient de pousser à fond. D'ailleurs, ils ont même changé. Ils ont même changé. Je crois que maintenant, c'est même plus Microsoft 365, c'est même devenu Copilot. Ouais, Copilot. Et la problématique, c'est qu'on se retrouve. On n'est pas au niveau d'un ChatGPT, d'un Claude, d'un Mistral ou autre. Par contre, cette IA-là, Copilot intégré à PowerPoint, ça c'est hyper intéressant. Deux exemples. Je l'utilise pour faire j'ai mon fichier texte avec l'intégralité de mes slides et je lui dis, donc j'ai rien mis en page, j'ai juste découpé dans mon Word comme si c'était sur mon PowerPoint. Et ensuite, c'est Copilot qui va monter l'intégralité du PowerPoint à partir de mon Word. Avec le graphisme, etc. Avec le graphisme, etc. Ok. Et le deuxième truc que je fais, c'est la traduction, par exemple. Où je demande... Ouais, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et ça marche très bien en peu de temps. Ouais. En peu de temps. Donc en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de sortir une présentation. L'enjeu, c'est les idées, et plus que ça, c'est comment on arrive, c'est l'intention qu'on va mettre derrière et comment est-ce qu'on arrive à
à travailler l'expérience et à la faire vivre. Moi, l'IA aujourd'hui, elle me permet de travailler plusieurs scénarios possibles, là où avant, j'aurais peut-être travaillé Ouais, peut-être un, deux, ouais, trois scénarios. Mais là, aujourd'hui, en fait, je peux faire des hypothèses et travailler ces hypothèses-là pour arriver à la meilleure version de l'événement, y compris budgétairement parlant, Oui, en fait. oui, de pouvoir Ça, optimiser tout. exactement. Et après, il faut être conscient que ça va mettre des métiers de côté. Euh, mais si on regarde, là aujourd'hui, les IA images, elles sont... Oui, oui, c'est de plus en plus fou. Adobe Firefly, Ouais, je trouve ça incroyable ce qu'ils ont sorti là. c'est dingue. C'est juste dingue. Et ça va tellement vite, mais vraiment, Oui, trop. mais en un an, même pas. Enfin, toutes les. Ouais. Même pas. Je pense qu'on est sur du 6 mois, Ah, 6 sur mois, le 3 cinéma, mois. la suivre, toutes les actualités sur les changements d'IA, ne serait-ce que les mises à jour de propres IA, etc., de ChatGPT et d'autres. Moi, j'ai mis de côté la partie vidéo. Ouais. Parce que c'est trop, en fait. Je me concentre sur les Oui, IA le qui contenu. vont m'être utiles directement au quotidien. Mais si je regarde les IA images, on parlait de Midjourney, même ChatGPT, là, ChatGPT, la nouvelle version. on les a vus avec, tout le monde a dû voir Ghibli, le Starter Pack, Oh là là. etc. On en a bouffé. Hein. Euh, et donc concrètement, sur cette partie-là, c'est que, je sais plus ce que je voulais dire, c'est que mes IA, en fait, j'ai des vraies évolutions très vite, mais c'est pas pour autant que les graphistes c'est la mort des graphistes. Oui. Quand les graphistes, il y a 30 ans, ou 30 ans, ils ont dû passer du format Dessin écrit, au dessin digital. au digital avec Photoshop. Il n'y a pas moins de graphistes aujourd'hui qu'il y en avait avant. C'est juste que ils ont dû s'adapter. Et donc, notre enjeu à nous, c'est comment on vient s'adapter à ces éléments, comment est-ce que je les intègre, comment est-ce que je peux innover Mm. avec. Et clairement, en fait, enfin, c'est pas un sujet de dire j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller. Non, il faut. C'est là. Il- Donc, la question, c'est comment je l'utilise, qu'est-ce qui se cache derrière, quels sont les biais et comment j'évite Oui. de rentrer dans des biais et comment est-ce que j'évite de rentrer dans un appauvrissement intellectuel. En fait, pour moi, les enjeux, ils sont là. Et donc, c'est pour ça que l'IA, à mon sens, c'est un outil, mais ce n'est pas la Oui, oui, globalité. c'est pas l'outil. C'est Non, je un dois outil. rechallenger ce qui est proposé. Et donc, un type, pour ceux qui peuvent l'utiliser, plutôt que de demander à chaque fois fais-moi ci ou fais-moi ça, demander fais-moi 3 propositions. Mm. Ça marche très très bien de faire ça. Ça permet de challenger, de machin, de dire ok, Exactement. celle-là elle est bien, mais prends-moi une partie de l'autre. Tout à fait. Et de pouvoir. Je vois, nous on s'en sert pour les bases des scénarios qu'on fait. Et moi il y a des moments, c'est un peu page blanche, tu dis où est-ce que je pars, hop, propose-moi tel truc, j'ai tel sujet, tel machin. Et j'avoue que là on va faire un film dans pas longtemps où une partie, et je l'avoue, une partie du scénario a été réalisée a été écrit en IA. Et après en effet on l'a enrichi avec la mise en scène, avec le jeu, avec les choses que lui a pas forcément. Exactement. Mais sur des contenus qui sont des fois un peu spécifiques, un peu techniques, je pense que tu dois en rencontrer aussi des fois des choses où on peut pas être expert de tout. Enfin, on avait filmé des conférences en anglais sur la chirurgie de l'épaule. Je suis désolé, je m'y connais pas tellement. J'ai regardé des séries médicales, mais c'est pas quelque chose que je connais. Bon, on peut pas aller partout. L'urgence et Grey's Anatomy ont ouais, quelques c'est ça, limites. c'est un peu ses limites là-dessus. Je vois le temps qui défile et encore d'autres sujets, notamment, mais ça peut faire quand même passerelle. On parle de l'IA, on parle beaucoup de sa consommation en ce moment énergétique, etc. Le milieu de l'événementiel, moi, ça m'a un peu choqué là, il y a pas longtemps. On a fait un très gros salon. On était sur un stand où littéralement à la fin, une fois qu'il fallait remballer, ils ont déchiqueté la moquette, ils ont tout mis en boule et on a tout jeté. Et on avait un stand qui faisait 20 par 30 ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'était pas le seul stand où ils ont fait ça. T'as passé, toi, j'ai vu une certification Green Events. Comment et est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont encore difficiles à mettre en place, la partie un peu écologique sur de l'événementiel? Est-ce que ça se pense dès le début, se dire bah, mon événement, j'ai envie de le transformer et de le rendre plus écologique, plus économique aussi, forcément? En fait, pour moi, ça passe par... c'est un indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée du désirable. L'événement, il est désirable, mais on doit faire en sorte de le rendre durable, ce désirable. J'ai écrit une newsletter là-dessus
sur ce sujet, j'en ai écrit d'autres. Faudrait que tu me Aussi la donnes, comme ça je la mettrai en... sur ces questions d'inclusion, ça s'appelle l'événementiel facile. Ok. Je te le donne. On la retrouve sur mon profil LinkedIn assez facilement, mais je te le donne. Euh, et en gros, aujourd'hui, moi, je vais travailler sur plusieurs sujets. Pas que ce côté écologique, parce qu'il n'y a pas, quand on parle RSE, il n'y a pas que cet aspect écologique, il y a aussi l'aspect social qui est Oui. qui est un plan et d'inclusion, in fine, d'inclusion des publics. Euh, Aujourd'hui, tu as assez peu de choses qui sont faites Ouais. à destination des publics, sachant que tu as quand même 10 ou 15% de la population qui, est, qui souffre de handicap visible ou invisible. Donc a priori, comment est-ce que nous on fait en tant que professionnels responsables pour leur apporter le même impact et le même vécu que les autres, ou en tous les cas faire en sorte que les messages et l'expérience puissent être aussi forts que les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle doit forcément être la même. Et ça, pour le coup, l'IA, elle peut m'aider à travailler des éléments comme ça. Ne serait-ce que sous le sous-titrage en direct, la traduction. J'ai organisé avec l'agence Lux Modernis les 50 ans de la société Picard. On avait je sais plus combien, un peu moins de 2000 personnes, et on avait 2 Japonais. Ok. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait à disposition? Si on se dit, on met une cabine de trad dédiée, Ça coûte cher. ça coûte cher Ouais. pour un impact qui est... et donc aujourd'hui, il y a des solutions d'IA qui existent, par exemple. Mais il faut aller creuser. Il faut produire un peu différemment. Repartir de dire non, oui, j'ai toujours fait comme ça, mais aujourd'hui, les conditions financières qui sont actuelles ne me le permettent pas. Donc comment je fais un peu différemment? Sur la partie RSE, à minima, je pense qu'il faut que chacun de nous, à tous les niveaux, on ait des calculateurs carbone pour mesurer ce qu'on a. Moi, je fais en sorte de mesurer chacun de mes projets. Alors, pas sur la partie appel d'offres, mais sur la partie production éditoriale, mon métier de rédacteur en chef, où je vais accompagner. C'est-à-dire que si je fais des déplacements, si je fais des interviews en visio, si j'utilise l'IA, je vais compter et je vais définir le nombre de prompts que j'ai pu avoir, le nombre de visios, je sais combien coûte une visio d'une heure d'un point de vue impact, etc., etc. Et donc à la fin, ça me permet de délivrer à mes clients un impact carbone qui est le mien. Et en plus de ça, pour les sociétés pour lesquelles je travaille, c'est un indispensable parce que ça fait partie de la loi européenne. Oui. Voilà. À partir d'un certain stade, en effet, il y a des bilans carbone. Plus de 450 collaborateurs, ils doivent fournir ces éléments-là. Donc, je dois les fournir aussi, à minima. Donc, à minima, le calculateur carbone. Et ensuite, il faut se poser des questions sur... On n'est pas obligé de se dire je suis ISO 20121, qui est la norme... parce qu'en fait, la Coupe du Monde au Qatar, elle était certifiée ISO 20121. Oui. On ne peut pas dire que ce soit un modèle... En fait, ça mesure l'organisation, mais ça évalue l'organisation, mais ça évalue pas l'événement. D'accord. Ah oui. Là où des labels comme Ecovadis, comme LEED, LEAD, pour le coup, vont apporter quelque chose de plus... C'est que pour l'événementiel, ces deux labels ou c'est que pour les événements. Que pour les événements. Mais après, Ecovadis, peut-être pas, faut regarder. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais en tous les cas, tu as ces éléments-là qui vont te permettre de mieux progresser. Et en fait, le label LEED, c'est 12 éléments et un 13e optionnel, qui n'est pas considéré comme tel, qui est ne serait-ce que demande à tes participants, parce qu'en fonction de tes participants, tu vas pouvoir ajuster. Par exemple, demander à ces participants qui vient en covoiturage. Permet de dire, je réduis de fait mon impact. Parce que le fait de le lire, et donc avec une plateforme, de faciliter les rencontres et ces éléments-là, permettent de limiter les transports, et donc l'impact des transports, qui est un des coûts les plus importants. Oui, le plus important. De dire qui préfère manger de la viande pour l'événement, ou qui est végétarien, par exemple, végétarien ou végétalien.
au moins déjà on sait. Et donc c'est tout un pan un pan de l'événement. On n'est pas obligé d'imposer à tout le monde un barbecue végétarien, par exemple. Ouais. Je sais pas, non. J'ai déjà eu des retours clients. On m'a dit, ben, là, pour nous, c'est problématique parce que parmi nos adhérents, on a des producteurs de viande. D'accord. Ouais. Donc, si vous leur dites barbecue végétarien, alors que c'est un événement qui est censé les mettre en avant. rassembler et tout ça, ça devient compliqué. Euh, et donc, Ouais, il du faut coup, trouver les il faut trouver les équilibres, les ajustements, choses, les équilibres, etc. Il y a la gestion des déchets. Il y a, ça, c'est un vrai sujet qu'on peut avoir. Tu parlais des moquettes. de la moquette. Aujourd'hui, on a plein d'autres solutions pour la moquette. Et si on n'a pas le choix, on peut mettre juste des LED de moquette pour faire simplement le pourtour du stand. Mm. Et on n'est pas obligé de remplir l'intérieur, on peut laisser vide. L'important, c'est qu'il y ait le pourtour qui symbolise le stand. Oui, le stand. Etc. Donc, il y a plein de sujets. C'est clairement un sujet qui est complexe. Moi, j'apprends encore aujourd'hui. Je ne fais pas tout bien. Après, j'ai des convictions perso qui font que Oui, c'est déjà un engagement à titre personnel qui fait comment tu... Exactement. Je il y a me de ces déplace. sensibilités-là aussi. J'ai arrêté de prendre l'avion depuis 2017. Pour l'anecdote, on est parti cet hiver en train en Laponie avec ma femme et mes filles. Voilà. Donc le voyage doit être aussi... L'aventure est super. Très chouette aussi. Ouais. Mais c'est quand même 3 jours de voyage aller, 3 jours de voyage retour. Donc il faut pouvoir l'appréhender, tout ça, et l'accepter. Je fais en sorte, je me déplace à vélo le maximum. Alors pas pour venir pour le podcast, mais, mais sinon oui. Fait que... Et j'ai même mon vélo pour les événements, c'est-à-dire que je prends le train avec mon vélo pliable. Et c'est ce que j'ai fait par exemple pour les Jeux Olympiques. J'avais un événement à Lille, j'allais voir le basket à l'Arena Pierre-Mauroy. Et l'Arena, elle est à 5 ou 7 km de la gare. Ouais. Et donc, pour être autonome, bah, j'ai mis mon vélo dans le train et j'ai pédalé ensuite de la gare jusqu'à l'Arena. Okay, ouais. J'ai pas eu de problème de transport, exactement. J'ai réduit la viande rouge, c'est-à-dire que la viande rouge, j'en achète plus. Mais après, est-ce qu'il faut aller jusque-là sur les événements Oui, ce serait pas mal. Mais en vrai, le premier impact, c'est discutons-en avec les participants en amont et après l'événement ou même pendant l'événement, de dire partager l'impact que l'événement a eu, de dire aujourd'hui on a gaspillé X tonnes ou X kilos de nourriture, par exemple. D'expliquer avec quelques panneaux façon expo ou autre, et on peut rendre ça un peu plus désirable et un peu plus expérientiel. D'expliquer tout le travail que le traiteur qui a été choisi pour ses engagements, etc., tout le travail qu'il a mis en place. Oui, pas être en mode contrainte ou morale, mais plus, voilà, sachez qu'on a fait ça et comment vous pouvez le refaire chez vous. C'est ça, ouais. Moi, je crois à l'événement comme vecteur d'apprentissage et de pédagogie. Que l'événement est un pédagogue hors pair. J'ai le souvenir c'est sur une publicité, une activation pour Volkswagen. Et en fait, c'est dans le métro. Ils ont mis sur les marches des touches de piano et il y a l'escalator. Quand il n'y a pas les touches de piano, donc évidemment, quand on marche sur les touches de piano, ça fait du bruit, etc. Quand il n'y a pas les touches de piano, 95% des personnes prennent l'escalator. À l'inverse, quand il y a les touches de piano, 82 ou 83% des personnes prennent les escaliers parce qu'ils veulent jouer. Oui, c'est ludique. Donc exactement. Forcément... Et donc l'événement, l'activation événementielle, elle a un pouvoir d'apprentissage, d'engagement, etc., qui est sans commune mesure avec le reste. Donc il faut mettre du jeu dans ces événements. Ouais. Et du jeu à double niveau, du jeu gamification, et du jeu un peu plus individuel à un niveau un peu plus participant. Pour l'implication, que je m'y retrouve. Merci pour tous ces sujets-là. On a parlé d'IA, on a parlé d'innovation, on a parlé de développement de méthodologie, on a parlé événementiel. Avec tout ça, quel est pour toi, très brièvement, un peu l'avenir du secteur de l'événementiel en France,
majoritairement en 2025 et puis un peu ce qui va suivre aussi. Euh, Question très large, je sais. oui, aujourd'hui, c'est compliqué de dire ce que l'avenir va être. euh, Parce que l'IA change et bouleverse beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que, et puis ce qui se passe à l'étranger Oui. aussi, que ce soit la guerre, que ce soit les élections, que ce soit tout ça, on voit que au niveau des entreprises, mais pas que, parce que ça traduit aussi sur les événements culturels ou autres. Je sais que là, sur le salon de l'agriculture, il y a plein de régions et de départements qui ont dit bah, nous, on n'ira pas, parce qu'on nous a supprimé Les subventions. des subventions. Là, on sent que le marché il est tendu au niveau événementiel pour les lieux, les prestataires, les freelances, les agences. On a plus sur les appels d'offres, on a plus d'agences qui sont mises en concurrence. Okay. Là où on en avait 3 habituellement avant. Quand je dis avant, c'est il y a avant les JO. Là, on est plutôt à 4 ou 5. Ouais, ce qui est quand même... Ce qui est plus conséquent. On a des temps qui sont plus courts pour répondre. Ah oui. Là où on avait 4 semaines, on est plutôt à 3 semaines, entre 2 et 3. Là, on avait entre 3 et 5. On a des budgets qui sont plus contraints. Aujourd'hui, moi, l'approche que je vais avoir, la question, c'est pas qu'est-ce que vous voulez, mais c'est quel est votre budget. Je rentre par la case budget et à partir de ça, on va construire autour du budget plutôt que de proposer des événements avec beaucoup d'options qu'on sait qu'elles ne seront pas prises parce que les enjeux et les contraintes sont maximales. J'ai déjà vu là récemment des événements perdus pour à des centaines de milliers d'euros perdus pour 1000 euros près. D'accord, ah oui, à ce stade-là. Et le choix s'est fait sur le budget, le choix s'est pas fait sur l'idée. Aujourd'hui, on a une tendance très forte à revenir sur des événements un peu moins ambitieux. Quand je dis ambitieux, c'est un peu moins créatif. C'est-à-dire que là, dans les mois qui viennent, on va voir beaucoup d'événements qu'on pouvait voir auparavant avec des formats classiques, etc. Parce que c'est ce qui est le plus rassurant pour les clients, pour les annonceurs. Donc il faut faire avec ça et essayer par petites touches d'apporter des petites choses en plus. De reproposer tiens là on peut faire et d'utiliser l'IA ou pas ou d'autres outils et surtout les innovations des prestataires que les prestataires peuvent avoir parce que justement dans ces périodes un peu tendues il y a plein d'innovations qui se créent. Il y a plein de podcasts par exemple parce qu'il y a du temps, parce qu'il y a des se dire bah allez là j'y vais, c'est le moment et donc ça crée des appels d'air et des opportunités mais ça veut dire aussi que pour nous en tant que concepteurs, créateurs, organisateurs d'événements on doit se dire bah tiens avec quoi je vais construire et donc ça nécessite d'avoir une vision encore plus large de ce qui peut se faire. Donc se tenir à jour un peu au quotidien de toutes les innovations justement du secteur. Allez, je pose la première question, tu vas être le premier à y répondre. Je pense que ça va être un peu la question que je poserai à chaque fin de podcast. Si tu avais un budget illimité, tu peux faire ce que tu veux, où tu veux, quel serait pour toi un peu ton événement kiff quoi, enfin, le truc vraiment qui te toucherait, que tu adorerais organiser soit pour des clients, soit pour toi, soit pour un public public. Si j'avais un budget illimité, en vrai c'est une question difficile. C'est vaste. Ouais. L'événement Warhammer, je te suis, hein. Franchement. J'adorerais un événement qui me permet de m'élever un peu à la TED, un peu comme les conférences TED, mais où on y met beaucoup plus de sens et de discussion et d'échange. C'est-à-dire que les événements TED, ils sont très descendants. Ouais. Là où j'aurais presque envie d'avoir un événement qui est le troisième niveau, en fait, qui est le story making. On passe du story living, qui est conférence TED, on m'a raconté une histoire, au story living, j'ai vécu l'histoire, au story making, c'est moi qui ai créé l'histoire. Et donc, en fait, avoir un événement un peu
l'événement dont je suis le héros. Ok, ah ouais, ce serait Voilà, ça ce super serait intéressant. super. Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai écrit récemment, en octobre dernier, j'ai publié un livre, L'aventure événementielle dont vous êtes le héros. Ok, Voilà, justement grâce à l'IA, par très exemple. bien. Enfin, Très j'avais bien. l'idée, Et du j'ai coup, ça posé les t'a choses, structuré. ouais, et ça m'a permis de le sortir en 9 heures. Le Ah oui, plus de temps, c'est la mise en page. ok. J'ai écrit C'est- l'histoire et publié les chapitres il m'a fallu 2 heures pour le publier. On peut le 3, retrouver où, ce livre? sur LinkedIn aussi. LinkedIn, Ouais, ok. j'ai publié Bon, là-dessus. ouais, Voilà. j'irai voir. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, une petite chose à dire pour la suite, pour les événements, pour l'organisation? Est-ce que tu as envie de dire une petite chose en plus? Je pense que j'ai déjà dit Ouais, beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois, merci je à suis toi. honoré et ravi de pouvoir partager tout ça. Et puis, j'espère qu'il y aura plein d'épisodes que je pourrai écouter et aller à la découverte de ceux qui prendront ma place la prochaine fois. Normalement, on devrait avoir des sujets tout aussi passionnants que tout ce que tu nous as raconté. Merci en tout cas pour cet échange hyper instructif autour Merci beaucoup. de l'innovation, de la conception événementielle. Il y a encore plein de choses à dire, je pense, dans ce Oui, milieu qui est à la fois très riche et puis, j'ai pas envie de dire peu connu, mais au final, on voit à peu près ce que c'est que l'événementiel. Mais je pense qu'il y a tellement de sujets, de choses différentes aussi, de secteurs différents c'est à interroger ouais. que les sujets vont être très vastes et ce sera peut-être même ça la difficulté. Oui. En fait, J'en ai peur, c'est quand de on dit savoir. quand on dit que l'événement, je fais de l'événementiel, en fait, on a des centaines de manières de faire de l'événementiel. Et donc, c'est effectivement un sujet très très vaste et qui pourrait nécessiter des heures et des heures de C'est ça. discussion. Donc on ciblera bien les prochains sujets. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier épisode du podcast Rencontre en coulisses. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à suivre les réseaux Merci. de Benoît, notamment ta newsletter, qui sera en commentaire de la vidéo, sur les articles, sur le blog newsletter, enfin un petit peu partout. Et puis si jamais vous avez des envies justement de découvrir un petit peu ce secteur événementiel, qu'on puisse en parler, n'hésitez pas aussi à donner des sujets que vous aimeriez que l'on aborde sur ce nouveau podcast. Merci et à bientôt.